Bonjour Pierre Dharréville. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Pierre, tu es député communiste des Bouches-du-Rhône. Tu es aussi membre de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion du Covid-19. On va y revenir évidemment. Mais d'abord, un mot sur cette déclaration de ton collègue, Adrien Quatennens, qui est député de la France Insoumise. Il était l'invité ce matin de France Inter. Et à propos des affrontements à Dijon, il a déclaré, je le cite, s'il est avéré qu'il y a parmi les mises en cause des demandeurs d'asile ou des réfugiés, clairement, ils n'ont rien à faire en France. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Ouais, je n'établis pas de lien entre les deux problématiques. Je crois que c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. C'est un peu la double Moi, peine à Sarkozy, ça. plutôt, moi j'étais plutôt choqué par les propos d'Estrosi, dont je trouvais qu'en fait, il consistait à stigmatiser toute une communauté, en disant que voilà, c'était cette communauté qui était l'origine, la source des problèmes, et je trouve que c'est inacceptable, quoi. On peut pas raisonner comme ça. Donc il y a tout un débat assez confus là qui est en train de se mener autour de ce qui se passe à Dijon, dont on ne sait d'ailleurs pas tout. Parce qu'il y a des enquêtes en cours et que franchement les informations sont assez maigres pour l'instant. Donc voilà, moi je crois que quand il y a des bandits, quand il y a des criminels, il faut que la police et la justice puissent faire leur travail. Ça se passe comme ça, mais leur statut de bandit n'est pas lié à leur nationalité ou à leur origine. Enfin voilà, je pense qu'il faut être clair là-dessus. Merci. Donc, du coup, hier, il y a eu des. On va maintenant passer aux soignants quand même. C'est la raison pour laquelle on t'a invité. Hier, il y avait des manifestations massives partout en France pour soutenir les soignants et défendre l'hôpital public. Est-ce que enfin, pour toi, est-ce que les citoyens sont passés des fenêtres à la rue? Et est-ce que pour toi, ça a été un succès, ces manifestations? Ouais, franchement, enfin, moi, la manifestation que j'ai vécue, pas dans mon territoire, puisque j'étais retenu ici à l'Assemblée nationale, mais j'ai vu qu'il y avait du monde ici à Paris, et puis il y avait du monde aussi chez moi et un peu partout en France. Donc, dans une période comme ça, où on n'est pas tout à fait déconfiné et où c'est quand même pas facile d'organiser des mobilisations, j'ai trouvé que c'était des mobilisations très, très fortes, quoi, qui témoignent, je pense d'abord de la continuation de ce qui se passait avant, avec des personnels soignants qui étaient quand même en lutte depuis des mois et des mois, mais aussi, je pense, d'une prise de conscience un peu plus large, et qui a grandi à la faveur de la crise que nous avons traversée. Donc, évidemment, tous ceux qui étaient à leurs fenêtres, visiblement, n'étaient pas dans la rue, mais je pense qu'il y a un soutien massif de l'opinion à ce mouvement, et que ça se sent, quoi. Ça se sentait hier, en tout cas, dans le cortège, avec bon, je pense un état d'esprit très très offensif, et je vois pas comment le pouvoir va pouvoir ignorer ce qui est en train de se passer, et ce qui devient maintenant une revendication absolument incontournable, quoi. Un mot, Pierre, aussi sur ces images de violences policières en fin de manifestation. On a vu ces images tournées de cette infirmière qui était tirée par les cheveux par la police après avoir elle-même jeté visiblement des projectiles. Il y a toute une polémique qui a émergé sur le fait que ce n'est pas de la violence policière parce qu'elle a d'abord attaqué. Ça reste quand même une femme qui s'est mobilisée pendant le Covid et qui est aujourd'hui traitée de la sorte. Comment ça te fait réagir? C'est, moi, je pense, le témoignage de l'exacerbation des tensions qui existent dans notre société, avec des mobilisations sociales qui ont quand même, dans la dernière période, beaucoup été traitées, les gilets jaunes, mais pas seulement, par une forme de dureté, avec les forces de l'ordre qui étaient envoyées en fait, par le pouvoir au lieu d'ouvrir une discussion pour fermer les choses, quoi. Donc, la première remarque que je me fais, c'est celle-là. Après, cela étant dit, moi, quand je manifeste, voilà, enfin, je rencontre une majorité de gens dont l'objectif est de faire entendre une revendication de manière pacifique, et c'est plutôt cet état d'esprit-là, à mon avis, qui doit prévaloir. Et voilà, mais ça n'excuse pas une forme de bon, moi, j'ai pas vu la scène, hein, j'ai vu l'image qui est sur tous les réseaux sociaux. Bon, je me gardais de prononcer en particulier sur cette situation-là, mais évidemment, on imagine que cette femme est venue là pour défendre son travail, pour défendre l'hôpital public, etc. C'est ça qui est sa motivation. Donc, bon, voilà, mais franchement, je suis toujours embêté parce que quand on voit des affaires de ce type-là sortir, avec un emballement médiatique autour, où on ne sait pas toujours tout, etc., il y a une façon aussi de détourner l'attention
sur ce qui est le cœur de la mobilisation, ce qui a été la mobilisation de ces femmes et hommes que j'ai croisés hier, avec qui j'ai pu échanger, qui était majuscule, quoi. Et donc, moi, ça m'embête un peu que tout le débat tourne autour de ça, alors que le sujet, c'est celui qu'ils ont voulu, y compris cette manifestante, mettre à l'ordre du jour, et qui est en train d'être escamotée, quoi. Alors, justement, tu es membre de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise du Covid-19. Hier, vous avez auditionné le directeur général de la santé, le professeur Salomon. C'est un des visages de la crise, hein, on l'a vu souvent à la télévision, nous expliquer tout plein de choses. Visiblement, après l'audition, vous n'avez pas tout à fait la même lecture des événements. Qu'est-ce que tu retiens de l'audition que tu as eue avec lui, qui vous dit circuler, il n'y a rien à voir et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes il a eu le temps de se roder, quoi. Il a fait un point presse quotidien où il a sédimenté son discours. Donc là, on a eu droit à toute la couche, quoi, du discours hier, avec pas les réponses attendues au rendez-vous. Enfin, on attend d'autres réponses aux questions qui sont posées. Bon, c'était un tour de chauffe pour moi. C'était normal de commencer par lui parce que il est le directeur actuel de la santé, que effectivement il a joué un rôle dans la gestion de la crise qui méritait qu'on l'auditionne pour avoir une sorte d'état zéro. Mais évidemment, c'est pas le fin mot d'histoire. La commission d'enquête, elle va poursuivre ses travaux pendant 6 mois, elle va auditionner des tas de gens. Je pense que, y compris, il y aura... Tu viens de dire qu'il a joué un rôle central dans la crise. On n'oublie pas aussi qu'il a été le conseiller d'Emmanuel Macron lorsqu'il était lui-même candidat à l'élection présidentielle et qu'à ce moment-là, dès 2016, il écrivait au candidat président maintenant, que la France ne serait pas en capacité de faire face à une épidémie, à une grave crise sanitaire. Est-ce que ça rajoute justement à la complexité justement de la condition le fait qu'en amont, ils avaient déjà la connaissance d'une France qui n'était pas en état de faire face et que ça rend d'autant plus, peut-être, je ne sais pas si c'est le terme, coupable, mais de n'avoir rien fait. Oui, il a eu plusieurs casquettes. Je ne sais pas s'il a joué un rôle central dans la gestion de la crise. En tout cas, il a joué un rôle évident, quoi, je veux dire. Mais cela dit, sur la période précédente, il a été au cabinet de Marisol Touraine, en charge de ces enjeux. Et lorsqu'il est parti du cabinet de Marisol Touraine, où il est retourné enseigner, je ne sais pas quelle matière précisément de médecine ailleurs, effectivement, il a ensuite commis une note à l'attention du candidat qui se préparait, Emmanuel Macron, en lui disant que, à ses yeux, la France n'était pas prête. On s'interroge un peu quand même sur cette note et sur ce qu'il en a été fait. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que visiblement, mais il ne l'a pas dit comme ça, lui, hier, mais ça lui a été demandé à plusieurs reprises, il nous a expliqué qu'il avait mis en place une sorte de retour sur expérience, un certain nombre de choses comme ça. Mais enfin, ça ne fait pas le compte. C'est-à-dire, quand on dit on n'est pas prêt et qu'on regarde les mesures qui ont été prises, objectivement, on peut se dire que les bonnes mesures n'ont pas été prises, quoi, parce que l'ampleur de la tâche était énorme. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont continué, y compris les regroupements d'agences. Ça, c'est un sujet. Peut-être que vous avez prévu de m'interroger là-dessus aussi, mais on avait créé il y a quelques années de ça l'EPRUS en 2011 de mémoire, qui était chargé de gérer les stocks stratégiques, comme ça, donc les masques en fait. Cet établissement a été intégré avec plusieurs agences au sein de Santé publique France. Et les échos que nous avons, on va auditionner tout à l'heure là, le créateur, fondateur, enfin celui qui a été la cheville ouvrière de la création de Santé publique France. Le regroupement des agences, on n'est pas certain que ça a eu quand même des effets très positifs sur l'exercice des missions qui étaient celles de ces différents organismes, dont les Prus auparavant, puisqu'il a été intégré dans un grand ensemble. Voilà. Et donc, il y a quand même de vastes questions qui se posent sur la continuation des politiques libérales qui ont été menées précédemment et l'accélération même de ces politiques libérales par le pouvoir macronien, évidemment. Bon, ça s'est vu à l'hôpital public, mais ça s'est vu de manière un peu plus large que l'hôpital public lui-même. C'est quoi l'objectif exactement de cette commission d'enquête? C'est à la fin de dire, voilà, vous avez foiré à tel endroit, c'est de dire que telle ou telle personne est responsable ou, comme disait Pierre tout à l'heure, coupable de la mauvaise gestion de la crise? Non, je pense que l'objectif de la commission d'enquête, c'est d'abord de savoir
ce que nous ne savons pas, tout. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Il y a eu beaucoup de questions. Je prends les masques. Il y a beaucoup de questions sur les commandes. On nous annonçait des commandes, on se rendait compte que les commandes, finalement, elles n'avaient peut-être pas été passées immédiatement après. Qu'ensuite, le temps que les commandes arrivent, il se passait un laps de temps considérable, que la commande qui arrivait, ce n'était pas celle qu'on nous avait annoncée. Bon, enfin bref, des choses comme ça. Donc il y a besoin de savoir. Ce n'est qu'un exemple, mais on a besoin de vraiment savoir pourquoi faire, comprendre comment les choses se sont passées, pourquoi elles se sont passées comme ça, pourquoi c'est une telle pénurie, un tel dénuement qui a duré dans le temps, pourquoi telle ou telle décision a été prise. Enfin voilà. Et puis ensuite, tirer les leçons pour la suite. Tu viens de prononcer tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Alors ça nous conduira, pour répondre à ta question, ça nous conduira à évidemment établir un certain nombre de responsabilités sans doute. Mais l'objet premier de la commission d'enquête, c'est bien celui-là. Et ensuite, la commission d'enquête a un pouvoir de transmettre, si des fautes ont été commises, de transmettre à la justice un certain nombre de choses. Mais on ne va pas faire le travail de la justice à sa place. Voilà. Tu viens de prononcer le mot de pénurie. À aucun moment, le professeur Salomon, hier, n'a prononcé ce mot de pénurie. Pourtant, on le sait, les masques ont manqué, les surblouses ont manqué, les tests manquent peut-être encore toujours. C'est quoi? C'est du déni? Ou est-ce qu'il arrive à vous faire comprendre que non, ce n'était pas vraiment de la pénurie, c'était justement ce fameux échappatoire du conseil scientifique qui n'était pas tout à fait certain et qu'avant de savoir, on ne sait pas, il dit. Comment tu le juges, cette analyse de la pénurie? Les hôpitaux ont géré la pénurie, clairement. Bien sûr, la pénurie, elle était manifeste. Elle était manifeste sur les masques, les tests, les blouses, les charlottes, les lunettes, les médicaments même. Et les respirateurs. Donc, la pénurie, elle était partout. Elle était partout. Donc oui, effectivement, il n'a pas prononcé ce mot. Et s'il n'a pas prononcé, c'est qu'évidemment, le mot, il dit tout, quoi. Et peut-être que le choix qui est le sien, c'est aussi de défendre la politique qui a été menée pendant la période. Et à laquelle il a mise en œuvre, cette politique. Le décideur politique, c'est d'abord le gouvernement et le ministre, en l'occurrence, le ministre et puis la ministre précédente. Donc voilà, lui, il est comptable de ça parce qu'il a été quand même un poste stratégique de mise en œuvre de cette politique. Donc il a un discours et un langage et des mots qui sont quelque part un peu ceux qu'on risque de retrouver dans la bouche des ministres qui vont venir devant nous dans les semaines qui viennent. Voilà, c'est un discours qui est rodé d'une certaine façon. Justement, combien de temps vous vous donnez combien de temps pour cette commission d'enquête et surtout, quelles sont les prochaines étapes? Jusqu'où vous allez remonter? Vous allez remonter jusqu'à l'ère Sarkozy ou seulement les protagonistes de la période vont être auditionnés? Alors d'abord, en principe, une commission d'enquête, elle a 6 mois pour rendre un rapport. Ça, c'est la règle. Donc voilà, ça ne change pas a priori pour celle-ci. Il va y avoir beaucoup d'auditions. On avait décidé de commencer par quelques administratifs, de la haute administration, pour y compris se nourrir de données afin de pouvoir interroger les responsables politiques. Ensuite, il y a une stratégie qui a été élaborée comme ça. On va remonter dans le temps parce que les responsabilités, elles n'incombent pas simplement à ce gouvernement, c'est clair. C'est clair. Le dénuement de l'hôpital public, il remonte à beaucoup plus loin que ça. Donc oui, on va remonter jusqu'à l'ère Sarkozy, y compris ces décisions de gestion des crises sanitaires précédentes avec Roselyne Bachelot, etc. On va sans doute avoir à interroger Xavier Bertrand, peut-être aussi. Je n'ai pas la liste qui n'est pas finalisée encore de toutes les auditions qu'on va produire. Moi, j'ai été attentif à ce qu'on aille auditionner tous ces gens, tous les plus hauts responsables, en remontant chronologiquement dans le temps. On va faire ça. Et puis, aussi qu'on auditionne pas simplement ceux-là, mais qu'on auditionne aussi les organisations syndicales qui ont des choses à nous dire. Moi, je pense que les organisations syndicales de la santé et de l'ensemble de ces instances, de ces agences qui ont été mises à contribution, ont des choses à nous dire aussi, qui vont nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Pas avoir que le discours des grands dirigeants là, qui vont quelque part aussi un petit peu défendre l'institution, les choix qui ont été faits, etc. Et est-ce que tu as un espoir? Tout à l'heure, tu disais que cette commission d'enquête, elle allait servir en fait à produire, j'imagine, un rapport pour savoir ce qui s'était passé et voir un peu les responsabilités de tout un chacun. Mais du coup, est-ce que tu as espoir que le gouvernement ou que la majorité réagisse à ce rapport
ou est-ce que tu penses que c'est peine perdue? Parce que en fait, là, tu dis, oui, j'ai bien écouté ce qu'a dit le professeur Salomon, mais voilà, il défend l'exécutif et je ne pense pas que la doctrine libérale qui est la sienne et qui est celle du gouvernement et de la majorité va changer demain. Bon, d'abord, le professeur Salomon, le cas échéant, on le fera revenir pour un certain nombre de questions plus précises, hein, en fonction, y compris de ce qu'on apprendra dans les auditions qui viendront, etc. Donc, ce n'est pas la fin de l'histoire, ce qui s'est passé hier, de ce point de vue-là. Deuxième aspect, est-ce que la majorité va faire quelque chose de cette commission d'enquête? La dernière expérience qu'on a, c'était sur l'affaire Benalla. Ils avaient torpillé la commission d'enquête. Ici, notre groupe avait déposé une commission d'enquête lui-même sur la gestion sanitaire de la crise, sur lequel on avait exercé notre droit de tirage. Et donc, a priori, il n'y avait pas de raison que cette commission d'enquête ne nous échoue pas, que le poste de rapporteur ne nous échoue pas. Bon. Il y a eu une sorte de précipitation de manœuvre qui a été organisée par Richard Ferrand et par la majorité pour honorer une sorte d'engagement qu'ils avaient pris à l'égard des Républicains. Ce qui a pour résultat que donc c'est les Républicains qui ont une sorte de deuxième droit de tirage gracieux, alors que nous, le nôtre nous a été refusé pour être aux manettes dans la commission d'enquête. Bon, donc ça, c'est l'épisode précédent. On ne va pas ressasser ça, mais pour que tout le monde ait le fil de l'histoire. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a à l'Assemblée nationale une commission d'enquête avec un rapporteur républicain et une présidente La République en marche, avec un rapport qui, si on veut qu'il sorte, devrait être voté, adopté par la majorité des membres de la mission, dans lequel il y a une majorité qui est la majorité au pouvoir. Hein. Voilà, donc il faut savoir ça. Si on veut que le rapport sorte, il faut. Voilà. Bon, en même temps, un rapport qui ne sort pas, c'est quand même, ça fait un peu mauvais genre dans une commission d'enquête comme celle-là. Mais voilà. Et puis, on va avoir au Sénat une commission d'enquête qui est dirigée par la droite, par les Républicains. Hein. Donc, on aurait pu imaginer un autre scénario. Bon, c'est comme ça. Est-ce que la majorité, ensuite, va tenir compte d'un certain nombre de choses? Bon, moi, je ne suis pas très naïf quand même. Hein. La réinvention d'Emmanuel Macron, j'y crois moyen. On est plutôt dans l'ordre de la mystification qu'autre chose dans cette affaire-là. Donc, ils n'ont pas décidé, et manifestement, ils n'ont pas décidé avec les décisions qu'ils ont prises dans le confinement, dans le déconfinement, dans la relance, etc. Ils n'ont pas décidé de changer de cap politique. Bon, cela étant, quand on va faire l'analyse des choses et rentrer dans le concret, dans le réel, il y a des sujets sur lesquels il n'y aura pas d'échappatoire pour eux. Donc, ce qui va nous donner de la force dans le débat, c'est justement de faire surgir le réel, de faire advenir les sujets. Et après, il y a la bataille politique. Et dans la bataille politique, il y a un rapport de force qui est aussi un rapport de force idéologique et qui va dans lequel je pense la commission d'enquête peut, je ne dis pas qu'elle le fera, je n'en sais rien, mais elle pourrait en tout cas jouer un rôle. Donc moi, la posture dans laquelle je suis dans cette commission d'enquête, c'est de faire en sorte qu'elle serve à quelque chose. Je pense quand même qu'ils vont avoir du mal à éviter un certain nombre de sujets, de questions et de vérités, quoi. Voilà. J'ai une dernière question, Pierre, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'évoquer, mais quand même, tu es député élu des Bouches-du-Rhône. Hier, un sondage donnait la candidate du printemps marseillais largement devant la droite et l'extrême droite. On a le sentiment qu'il peut se passer à Marseille ce qui s'est presque passé à Paris en 2001, c'est-à-dire une mini-révolution. C'est aussi la promesse et l'engagement de Michèle Rubirola, la candidate du printemps marseillais. Oui, je crois. Moi, je soutiens Michèle Rubirola depuis le début, hein, avec mes camarades qui sont engagés au sein du printemps marseillais. Et oui, je crois qu'il y a un espoir dans cette ville qui s'est patiemment construit. Hein. Ce n'est pas un truc qui se passe en claquant des doigts, mais sur la base des résultats de la politique menée par la droite et évidemment des drames que Marseille a connus. Il y a un mouvement citoyen qui s'est levé avec des forces de gauche qui ont voulu être au rendez-vous. Des forces de gauche et écologistes. Bon, et donc, la dynamique d'union qui a été construite, parfois avec des moments compliqués, etc., je pense qu'elle est en train de montrer que elle était nécessaire, et puis elle correspondait à une attente. Donc, il y a un espoir. Moi, je ne préjuge pas du résultat des élections, mais oui, le sentiment qu'on a, c'est qu'il peut se passer quelque chose à Marseille. Et franchement, je m'en réjouis.
c'est une vraie nécessité pour la population marseillaise et puis pour tout notre territoire. Je crois que ça sera un signal fort et j'espère pour la suite que voilà, il y a beaucoup à construire en tout cas à gauche. Ce sera un signal fort aussi pour la gauche à l'échelle nationale, cet Je l'espère. rassemblement entre la gauche, les écologistes et les citoyens. Je l'espère, oui. Je pense que, en tout cas, on voit bien qu'on ne peut pas rester dans cette situation où l'alternative à Emmanuel Macron se nomme Marine Le Pen. Moi, je crois que c'est pas possible. Ça, c'est juste, c'est cauchemardesque, quoi. Et donc, il y a besoin d'une alternative de gauche et il faut se mettre au boulot pour qu'elle advienne. Et ça doit être une alternative exigeante, forte, qui trace de nouvelles perspectives, qui relève les défis auxquels nous sommes confrontés, les défis contemporains, les défis sociaux, les défis écologiques, les défis démocratiques. On voit bien qu'il y a, voilà, il y a beaucoup à faire, mais moi, je pense que c'est dans cette direction qu'il faut creuser, qu'il faut chercher, qu'il faut travailler. On est attendu pour ça et il peut y avoir, je crois, beaucoup de gens en rendez-vous. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous.